Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un retour sur un livre qui est sorti récemment, il y a à peu près 2 semaines, et que j'ai lu la semaine dernière, qui s'appelle La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane. Et cela a été écrit par Olivier Estevez, qui est professeur des universités à l'Université de Lille. Il est spécialiste du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration. Alice Picard elle est enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire à Rennes. Et enfin, le dernier auteur, c'est Julien Talpin, qui est directeur de recherche au CNRS, CERAPS Université de Lille, spécialiste du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires. Donc je souhaitais revenir sur cet ouvrage parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'avais vu tourner beaucoup sur TikTok. Beaucoup de personnes ont fait des commentaires sur ce livre et j'ai vu quelques interviews des auteurs, des trois différents auteurs dans la presse traditionnelle, dans les journaux télévisés traditionnels. Et je voulais faire un retour dessus puisque moi je suis aussi une personne qui a voilà, profiter de l'immigration. Je ne suis pas musulmane, mais je suis racisée, donc nos parcours en fait s'entrecroisent beaucoup. Et donc je souhaitais parler de la chose et vraiment interagir avec mes observations personnelles sur l'expatriation des jeunes. Alors, voilà. Donc je voulais parler, avant de commencer vraiment dans la critique du livre, hein, vraiment de parler du livre et de l'expatriation, je voulais revenir sur les termes d'expatriation, d'immigration et du concept de français à l'étranger. Dans le livre, ils utilisent tous ces termes de manière interchangeable et je ne peux pas dire que je sois forcément d'accord. Donc pour autour de mon parcours, voilà, moi je suis partie juste après la fin de mes études, la fin de ma licence. Je suis partie à Londres, initialement c'était pour 9 mois en attendant de faire un master, et puis je suis restée 6 ans au final, et je n'ai pas fait de master. Et donc, je souhaitais revenir sur tout ça, parce que moi, non seulement je me suis considérée comme expatriée une grosse partie de mon parcours, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait d'associer l'expatriation et l'immigration. Donc, je reviendrai dessus. Alors l'immigration, euh, moi la manière que j'avais d'exprimer l'immigration c'est vraiment des gens qui décident de quitter leur pays et de s'installer dans un autre pays. Donc pour le moment, expatriation et immigration ont beaucoup en commun. Mais la différence principale, ce sont les raisons de cette immigration, de ce déplacement international. Avec l'immigration, on va dire que le départ, en fait, il est causé par des forces externes, comme une guerre civile, une famine, un climat politique difficile. On va dire que souvent les immigrés, ils fuient quelque chose. Donc, ils partent de leur pays pour se préserver, pour survivre. Ils partent pour maintenir leur famille, pour protéger leur famille. Donc, ils partent par nécessité. Dans le livre, les auteurs parlent de push factors. Donc ils disent voilà qu'il y a des choses qui poussent les gens à partir, qui poussent les gens à partir. Donc les gens ont plus de volonté de partir plutôt que d'aller dans un autre pays. Et donc le choix du pays, c'est souvent le plus commode, le plus facile, le plus possible, le choix en fait où il y a des facilités à l'immigration. En France, malheureusement, en France et en Occident, donc c'est souvent, voilà, il y a beaucoup de critiques autour de l'immigration, on le sait, il y a beaucoup de discrimination pour les gens qui sont immigrants, pour les réfugiés aussi, c'est que globalement, les gens pensent qu'ils sont un poids sur le système social français. Donc je parle pour la France, bien sûr, puisque je suis française. Et donc, bon, ça c'est pas vrai du tout, mais voilà. Et je dis ça non seulement parce que je suis une personne racisée, mais je dis ça parce que je suis aussi fille d'immigrants. Donc ma maman, elle vient du Portugal, et elle a déménagé en France dans les années 60, je crois, alors qu'il y avait la dictature. Et comme j'ai dit, la raison, c'est vraiment les gens immigrent pour fuir quelque chose. Les gens ne sont pas, les Portugais, les Espagnols, ne sont pas venus en France parce que la France, c'est tellement génial. Et c'est la même chose pour, je suppose, pour les Marocains, pour les gens d'Afrique subsaharienne, etc., les Marocains, les Algériens. Je ne pense pas qu'ils sont venus en France parce qu'ils pensaient que la France était un pays idéal et parfait. Et donc, pour moi, l'immigration, c'est ça, c'est que les gens fuient quelque chose.
Alors, de l'autre côté, on a l'expatriation. Pour moi, l'expatriation, la manière dont je le voyais, c'est que c'était un choix. C'est-à-dire que si tu restais dans le pays, tu aurais une vie peut-être plus ou moins similaire à celle de tes parents, euh, tout à fait convenable, avec des amis, de la famille, tu serais intégré, mais tu n'aurais pas vraiment de danger de mort, il n'y aurait pas de danger, enfin oui, de danger à ta survie, il n'y aurait pas de barrière à ta survie si tu restais dans le pays. Ok. Euh, et dans le livre, il parle de pull factors, donc des choses qui attirent. Et dans ce cas-là, dans l'expatriation, c'est un choix. Il n'y a pas forcément de cause qui te pousse à déménager immédiatement, mais il y a des choses qui t'attirent vers l'autre pays. Et donc là, voilà, ça peut être un meilleur travail, ça peut être une opportunité professionnelle, rejoindre son conjoint, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Le dernier concept, c'est les Français de l'étranger. Euh, et moi, la manière dont je le vois, c'est les gens qui se considèrent Français de l'étranger. Ça va être des personnes qui sont installées à l'étranger, qui ne se sentent pas forcément attachées voilà, qui n'ont pas vécu les situations des gens qui immigrent, mais qui non plus n'ont pas connu, qui ne connaissent pas les choses que les expats connaissent, c'est-à-dire voilà, avoir un meilleur travail, être CSP+, etc. Donc je pense que voilà, il y a différents niveaux. Alors, comme vous pouvez le constater, moi je vais à contre-courant de la tendance actuelle qui est d'associer l'immigration à l'expatriation. Je suis tout à fait consciente que les gens qui sont immigrés souffrent beaucoup de discrimination et je pense qu'il faut l'adresser, il faut commencer, voilà, il faut continuer à fournir les chiffres autour de l'immigration parce que le problème qui va se passer, on le sait, c'est que si on associe immigration et expatriation, eh bien on va euh, utiliser le parcours d'Européens qui s'expatrient en France par exemple, pour battre les gens qui viennent d'autres pays, les gens qui sont racisés, les gens qui ont une autre religion, les gens qui sont voilà, de hors Europe. Et donc voilà, est-ce qu'on a envie que la face de l'immigration ce soit Marc, 32 ans, qui a un master en finance et économie et qui travaille à la défense, qui gagne 100 000 euros par an ou que sais-je? Est-ce qu'on veut vraiment que ces personnes-là soient la face de l'immigration? Puisque après, on va nous dire, ah, mais on ne peut pas faire des aides pour les immigrants parce que tu vois, Marc et Bérénice, eux, ils se sont intégrés, très bien intégrés en France, et tatati et tatata. Donc, pour moi, j'ai pas envie qu'on commence à associer le profil européen riche comme le profil de l'immigrant parce que ça va couper énormément dans l'assistance, dans les aides qu'on peut fournir aux immigrants. Euh, alors, au contraire, pour moi, vraiment, il faut insister, enfin, il faudrait fournir plus d'aide, bien sûr, aux communautés immigrantes pour que la transition soit beaucoup plus facile. Essayer d'intégrer les gens pour qu'il y ait une certaine mixité sociale, pour que les gens s'adaptent et s'intègrent beaucoup plus vite et essayent de récupérer le niveau de vie qu'ils avaient auparavant dans leur pays. Mais surtout, voilà, mettre en valeur ce que l'immigration apporte à la France, parce que l'immigration apporte énormément de choses à la France, juste au niveau monétaire. Tous les immigrants payent leurs taxes, ça rapporte beaucoup d'argent. Globalement, on sait que ce ne sont pas les immigrants qui fraudent, qui abusent des aides, etc. Ce ne sont pas les immigrants, ce sont les franco-français. Et ça, c'est vraiment sur le plan monétaire, mais on sait aussi que voilà, ils apportent beaucoup de richesses culturelles, gastronomiques. On voit l'impact sur la musique, sur le cinéma. Et donc, voilà, il faut mettre en valeur pour moi tout cela et vraiment travailler sur les politiques anti-immigration, quoi. Enfin, il faut, pour moi, il faudrait plutôt adresser ça plutôt que d'essayer d'associer à un groupe dominant, puisque ça va vraiment annuler, ça va annuler la difficulté qu'est l'immigration. Personnellement, moi, je me suis toujours sentie comme française de l'étranger, je me sentais pas forcément comme expat, parce que j'avais pas un niveau social plus élevé, je n'étais pas payée des milliers et des cents, enfin, je n'avais pas l'impression d'être payée des milliers et des cents. J'étais très jeune quand je suis partie de France. Et donc mon salaire, il correspondait à ça aussi. Alors, voilà. Au niveau de cette vidéo, mon objectif, c'est d'adresser ou de parler en fait du rôle que peut avoir l'immigration dans un processus d'ascension sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment adressé dans le livre. Ouh, j'ai tapé dans le
trépied. C'est vraiment quelque chose qui est adressé dans le livre de manière plus détaillée, mais ils en parlent aussi, Chantal Jacquet en parle aussi dans les transclasses ou la non-reproduction. Elle ne parle pas forcément d'expatriation, mais elle parle d'éloignement avec la famille. Alors, moi, ce sujet, ça m'intéresse beaucoup, et parce que c'est ce que j'ai connu. Et je suis surprise que lorsque l'on entend des parcours d'ascension sociale en France, on entend surtout des parcours de gens qui sont toujours restés en France, alors que énormément, la majorité des gens qui ont connu une expatriation et qui viennent de milieux populaires ont pu profiter d'une ascension sociale en déménageant à l'étranger. Et moi, ça a été mon cas. Donc, je souhaitais en parler. Donc, ce qui était très intéressant dans l'enquête, c'est que voilà, il se dédiait vraiment aux personnes qui sont musulmanes, qui ont vraiment comme projet, lorsqu'ils font des études, déjà, de partir après la fin de leurs études. Et je trouvais que ça, c'était très intéressant parce que moi, c'était pas forcément comme ça. Parce que, voilà, et ces personnes mentionnaient que la raison principale pour laquelle ils partaient, c'était l'islamophobie en France. Donc, il y a plein d'enquêtes qui réfèrent à ça. Elles sont très bien sourcées dans le livre. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un débat sur ouais, l'islamophobie en France, ça n'existe pas, c'est une chimère. Non, moi, je suis revenue depuis 2 mois et j'hallucine de la situation en France. J'ai l'impression que je suis chez les fous, que voilà, non, il y a vraiment beaucoup d'islamophobie en France et c'est très décomplexé. Et ça fait vraiment peur, ça fait vraiment peur. Je sais qu'il y a un parcours d'une personne qui a mentionné que voilà, il avait un master, qu'il ne trouvait pas de job, qu'il avait envoyé des centaines de CV, mais personne ne lui répondait puisqu'il avait un nom à consonance musulmane et il le présentait comme un musulman. Et donc, il est parti, je crois, au Luxembourg, il a envoyé quelques CV et il a réussi à avoir des entretiens et à obtenir un job presque immédiat. Ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est que la grande majorité des personnes qui ont répondu à l'enquête avaient des masters. Je crois qu'ils indiquent que voilà, 50% des personnes qui ont répondu à cette enquête ont un bac plus 5. Et donc ça, c'est quand même énorme, parce que je crois que les personnes, il n'y a que 20% de la population en France qui a plus d'un bac plus 3. Donc 50% des personnes qui ont répondu à l'enquête et un bac plus 5, c'est quand même assez significatif. Et donc oui, en France, il parle beaucoup, on rigole souvent de voilà, les gens qui ont des masters mais qui travaillent chez Camaïeu ou qui travaillent à la FNAC, etc. Et c'est très, très dommage puisque la France investit beaucoup d'argent dans la formation de ces jeunes et ces jeunes soit ne font pas fructifier cet investissement en France, ou lorsqu'ils le font fructifier, ils le font au profit d'un autre pays. Et je trouve que c'est le gouvernement français, la France perd énormément dans cet échange et ils doivent travailler pour améliorer la situation, selon moi. Et je confirme que lorsque j'étais à l'étranger, j'ai rencontré surtout des personnes qui avaient aussi qui avaient des diplômes de licence minimum. Je crois que j'ai rencontré quelques personnes avec un BTS ou qui avaient fait un IUT, mais globalement, voilà, tout le monde était bac plus 3 et plus, et je me sentais très complexée. Donc en France, il y a peu de personnes qui ont des diplômes, mais lorsque ce sont des personnes pauvres ou des personnes racisées qui ont un diplôme, il y a une dévalorisation énorme de ce diplôme. Moi, quand j'ai eu ma licence LEA, anglais-espagnol, et je parlais très bien anglais à l'époque avant de partir et très bien espagnol avant de partir, je pensais que ma licence n'était pas du tout utile, qu'elle ne servait à rien, et que globalement j'ai étudié pour rien, mais je n'avais pas appris de métier ni rien. Et c'était très intéressant de voir que en déménageant juste de l'autre côté de la Manche, eh bien, ma licence était très bien vue puisque j'étais trilingue déjà à l'époque et m'a permis d'avoir des jobs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus conséquents, plus intéressants immédiatement. Donc voilà. Alors, on peut se poser la question de pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait cette dévalorisation du diplôme. On peut essayer de s'interroger sur pourquoi ces jeunes en fait n'arrivent pas à trouver de job correspondant à leur niveau d'études. Alors bon, dans le livre, il mentionne plusieurs choses. Il mentionne le marché du travail qui est stagnant, que l'économie française est très stagnante. Donc on a d'un côté des très petites structures, des petites entreprises, on a l'artisanat, et de l'autre
côté, on a des groupes qui sont en situation de quasi-monopole, mais que voilà, l'économie de France, elle ne progresse pas beaucoup, que c'est très stagnant, que le chiffre d'affaires, non, le pouvoir d'achat stagne ou diminue en France et je trouve que c'est intéressant parce que la France ne valorise pas du tout l'entrepreneuriat, n'encourage pas du tout l'entrepreneuriat des jeunes ou des moins jeunes. Euh, et, euh, et donc, comme ce marché est stagnant, eh bien, généralement, les gens ont tendance, enfin, les, les détenteurs du capital économique ont tendance à protéger en fait leur progéniture en leur offrant des jobs, ce qui laisse vraiment les autres personnes qui ont aussi des diplômes sur la paille. L'autre chose, c'est que, qui est mentionné, c'est que, enfin je ne sais pas si c'est mentionné d'ailleurs, mais moi je voulais en parler, donc c'est avoir le bon réseau. Quand on cherche un travail, avoir un bon réseau qui est établi avec des gens qui sont établis dans des fonctions assez hautes, dans des fonctions développées, dans des grands groupes, des petits groupes, ça va énormément t'aider. Le problème, c'est que en France, les gens qui sont issus de l'immigration restent entre eux, les gens qui sont de milieux défavorisés restent entre eux, les gens qui sont musulmans restent entre eux. Et donc, comme on est assez endogame au niveau de la classe sociale, avec qui on va rester, eh bien, si toi tu as un master mais que ton entourage n'en a pas, ça va être très difficile pour toi d'utiliser ton réseau pour obtenir un job qui a du prestige, enfin, qui est bien payé, qui est intéressant, etc. Et ça, enfin, certaines personnes qui sont allées dans des écoles de commerce ou qui sont allées dans des écoles prestigieuses ont réussi en fait à développer leur réseau à ce moment-là, et d'autres personnes indiquent très régulièrement qu'ils restent entre personnes racisées quand ils vont à Sciences Po, entre personnes de milieux défavorisés quand ils vont dans telle ou telle école. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Autour de ce réseau, une chose qui est importante, qui impacte énormément la création du réseau, ce sont les codes sociaux, donc les codes langagiers, codes vestimentaires, codes culturels, qui diffèrent en fonction de la classe sociale de manière assez conséquente. J'ai déjà parlé précédemment du fait que j'étais très complexée autour de ma manière de parler, mon argumentation, mon manque de vocabulaire, que j'avais beaucoup plus lorsque j'étais plus jeune, et qui je pense a eu un rôle dans ma dissatisfaction avec la France et le travail. La dernière chose qui est mentionnée, qui est très très importante, effectivement, c'est le racisme et l'islamophobie qui existent en France. Et donc là, je pense qu'il y a des musulmans qui sont noirs et musulmans, certaines personnes qui sont blanches mais qui sont musulmanes. Ils ont tous mentionné l'impact que cela avait en fait dans leur recherche d'emploi. Encore une fois, si vous souhaitez dire que voilà, il n'y a pas de racisme et pas d'islamophobie en France, il y a plein d'études qui ont été recommandées par le Conseil d'Europe, par l'Institut Montaigne, par le gouvernement, et qui montrent qu'il y a du racisme et de la discrimination. Donc bon, pour moi, c'est plus nécessaire d'essayer de défendre cette cause parce que ça a déjà été prouvé. Et donc, comment est-ce que déménager à l'étranger, ça peut en fait répondre à toutes ces problématiques? Donc c'est vrai que dans les autres pays, donc moi je suis allée en Espagne quelques mois, à Londres pendant 6 ans et puis au Portugal pendant presque 8 ans, et bien c'est que le marché du travail il est un peu plus dynamique, l'entrepreneuriat est beaucoup plus encouragé, et donc il y a plus de rôles disponibles qui sont un peu middle range. Pour l'exemple du Royaume-Uni en particulier, ce qui est très intéressant, c'est que ils sont très classistes eux aussi. Et donc, il y a toutes les personnes qui font des études, ça leur coûte très très cher, soit leurs parents payent, soit ils font des prêts étudiants, et il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'étudier, et donc qui font des formations plus courtes, ce genre de choses. Et donc, quand tu déménages en Angleterre, il y a plein de positions intermédiaires qui ne sont pas suffisamment rémunérées pour les gens qui ont des énormes prêts à payer, mais qui sont tout à fait convenables. Et donc beaucoup d'Européens, quand ils déménagent au Royaume-Uni, ils font ces jobs un peu intermédiaires. Bon, certains font des jobs très prestigieux, très bien payés, mais voilà, les jobs à 40-50 000 pounds par an, beaucoup d'Européens veulent bien les faire parce que eux, ils n'ont pas de prêts étudiants à rembourser, et donc ça leur convient bien.
Quand tu déménages à l'étranger, la deuxième chose, donc voilà, un marché du travail qui est beaucoup plus dynamique. Enfin, au Royaume-Uni ou au Portugal où j'ai recherché du travail, ça peut aller très très vite pour trouver un taf. Il n'y a pas besoin de faire 5-6 000 interviews ou envoyer des centaines de CV, ça n'existe pas. Tu peux tout à fait quitter ton travail un jour et puis 2 semaines plus tard, tu es déjà embauché ailleurs. Enfin, ça peut aller très 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 vite. Et en France, bien sûr, on ne sait pas, ce n'est pas du tout comme ça. L'autre chose qui va changer en fait que l'étranger apporte, c'est tu vas développer un nouveau réseau. Tu vas quitter complètement ton réseau initial et tu vas être déplacé dans ce nouvel endroit et tu vas devoir te créer un nouveau réseau. Et donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que il y a beaucoup d'entraide dans la communauté française et francophone d'une certaine manière à l'étranger. Et dedans, ça va être très très mixte. Tu vas avoir des gens qui sont très établis, des gens moins bien établis, des gens qui parlent très bien anglais, des gens qui parlent pas bien anglais. Mais de toute manière, il y a vraiment cette communauté, ce soutien assez important. Et ça permet en fait d'avoir accès, de savoir voilà quel boulot recrute, etc. Et donc, ça permet voilà, de sortir et d'avoir un accès différent au travail. L'autre chose qui se passe quand tu déménages à l'étranger, c'est on arrête de te renvoyer l'image, de te rapporter toujours à ton ethnie ou à ta religion, et tu es vraiment francisé. C'est-à-dire que quand tu es, voilà, moi je suis très clairement métisse, eh bien on me renvoyait systématiquement à mes origines françaises, puisque j'avais un fort accent, enfin j'ai un accent français lorsque je parle anglais. Et donc, on francise les gens, donc la manière dont tu es perçu, c'est la personne française. Et tu redécouvres aussi la culture francophone à laquelle tu n'avais pas forcément accès auparavant. Donc moi, mon papa vient de Martinique, ma maman vient du Portugal. Il y avait beaucoup de choses au niveau des codes langagiers, vestimentaires, culturels, gastronomiques, que je n'avais pas forcément, que j'ai redécouvert en fait à l'étranger. Donc dans l'ouvrage, il parle de fromage et je suis absolument d'accord. Quand tu déménages à l'étranger, tu développes, enfin c'est assez commun de développer en fait une addiction au fromage français et d'aimer, de tomber en amour pour le fromage français, ça te manque. Alors qu'avant de partir à l'étranger, j'aimais le fromage, mais pas immensément. Alors qu'aujourd'hui, je ne peux même pas passer une journée sans manger du fromage. Donc c'est pour vous dire. Mais globalement, quand vous sortez de France, on vous renvoie à votre image de française et de ce fait, on a envie de découvrir plus en profondeur la culture française et la culture francophone. La dernière chose qui est pour moi la plus importante que l'étranger apporte aux personnes musulmanes, pour moi ça a été différent parce que je suis pas très religieuse, mais c'est le concept de laïcité en dehors de France. Donc la laïcité en France, elle est vraiment bizarre parce que c'est la promotion de la non-religion. Et c'est la non-religion seulement pour les personnes qui ne sont pas catholiques. Alors que si tu es catholique et tu es religieux, eh bien ça ne pose pas de problème particulier. J'ai fait toute ma carrière professionnelle à l'étranger. Bon, j'avais travaillé des petits jobs étudiants ici et là avant de déménager à l'étranger. Mais globalement, une fois que j'ai été diplômée, j'ai fait toute ma carrière à l'étranger. Et partout où j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé avec des gens voilés, des femmes voilées, des sikhs qui couvraient leurs cheveux, des personnes juives qui mettaient la kippa ou qui avaient des perruques pour les gens les plus orthodoxes, pour les femmes les plus orthodoxes. Partout où j'ai travaillé, il y avait des salles de prière, c'était tout à fait normal. Mes collègues, voilà, lorsqu'il y avait une pause, allaient faire leur prière, puis après nous rejoignaient, c'était absolument normal, parce que la laïcité dans les autres pays, et notamment dans les autres pays européens, enfin, que j'ai pu voir, donc Espagne, Portugal et Royaume-Uni, c'est que le concept de la laïcité, c'est la non-importance de la religion dans les affaires publiques. Donc ce n'est pas du tout une préoccupation, c'est pas du tout quelque chose qui est, voilà, il faut effacer la religion. Donc généralement, les pratiques religieuses sont intégrées, sont facilitées, puisque ce n'est pas important. Si tu as besoin de prier, tu as besoin de prier. Et donc ça a été très différent. Donc le retour en France, enfin, apparemment, je crois que les salles de prière, c'est pas un truc très très commun en France, mais que les femmes en fait ne soient pas autorisées à porter le voile, que les personnes sikhes ne soient pas autorisées à couvrir leurs cheveux.
Pour moi, c'est très étrange parce que je ne pense pas que le voile impacte la manière de réfléchir ou la manière de faire le travail. Donc, c'est très, très, très bizarre. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression que revenir en France, mais c'est genre revenir 100 ans en arrière où il n'y a pas vraiment de séparation entre l'État et l'Église. J'ai l'impression d'être chez les fous. Enfin, c'est tellement non important la religion. Et je comprends pas pourquoi en France on pense que c'est acceptable de prévenir les gens voilà, d'empêcher les gens de pratiquer leur religion en paix. Un autre sentiment qui est dit, voilà, c'est une personne qui dit dans le texte, voilà, en quittant la France, je respire. Et ça, je pense que c'est exactement ça. Quand je suis partie de France, oui, non seulement je pense qu'il y a voilà, ce rapport avec la religion pour les personnes musulmanes, mais on peut se développer en dehors de sa famille, en dehors de ses connaissances que l'on a eues depuis l'enfance. Donc pour moi, quand j'ai déménagé à l'étranger, je suis devenue la personne que je voulais être. J'ai découvert en fait des pratiques culturelles que je pensais étaient seulement pour les personnes extrêmement privilégiées, comme par exemple visiter un musée ou aller dans une galerie d'art, ce genre de choses. Pour moi, j'avais vu des musées, mais c'était plutôt voilà lors de sorties scolaires, ce genre de choses, aller dans une galerie d'art, aller au théâtre, aller voir un ballet, ce genre de choses, pour moi, était seulement en fait pour une catégorie de la population plus aisée et c'était pas du tout pour les gens comme moi. Euh, L'autre chose qui était vraiment fascinante dans ce livre, c'était la perspective des personnes qui se sont converties à l'islam et qui ont d'une certaine manière perdu leur privilège de voir leur réaction, leur réalisation de l'islamophobie, leur réalisation du rejet que la société française dans laquelle ils ont grandi, en fait, maintenant ne les reconnaissait plus, leur marginalisation. Et je trouvais que c'était absolument fascinant parce que je pense que beaucoup de personnes qui ne sont pas racisées euh, pensent que les gens exagèrent. Que les gens exagèrent quand ils disent voilà, en France la société elle est comme ça, la société islamophobe, la société est raciste. Je pense que les gens disent non mais vous exagérez, etc. Alors que je pense les personnes qui ont connu, qui ont perdu ce privilège, en fait réalisent que non c'était vrai et que c'est extrêmement difficile à vivre. Alors, j'ai laissé des miettes ici et là autour de l'ascension sociale, mais je souhaitais revenir sur certains concepts qui sont discutés dans le livre absolument excellent de Chantal Jacquet qui s'appelle Les transclasses ou la non-reproduction. Et il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi, quand une personne connaît une expatriation, pourquoi est-ce que ces gens connaissent une ascension sociale. Et donc je souhaitais revenir dessus. Donc le premier concept qui est discuté, c'est le concept de projet familial. Et donc c'est vraiment attaché effectivement aux familles issues d'immigration, les gens qui valorisent l'école. Donc si quelqu'un a eu une ascension sociale échouée, ils vont vraiment insister sur l'importance de l'école, l'importance du travail, euh, les valeurs de la promotion sociale. Donc souvent dans les familles qui sont issues de l'immigration, il y a vraiment ce discours, oui mais si tu travailles dur, tu vas t'intégrer, tu vas avoir un bon travail, etc. Et ça c'est une chose qui a créé beaucoup de frustration pour les gens qui viennent de milieux populaires, de quartiers, de milieux populaires et les gens qui sont issus de l'immigration. C'est vraiment un message qui était répété et qui est un peu tombé à plat. Mais lorsqu'il y a une immigration, ce message prend une expatriation, ce message prend toute cette valeur. L'autre concept dont elle parle, c'est les alliés d'ascension. Les alliés d'ascension, c'est les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, qui eux aussi ont connu une ascension sociale et qui te montrent l'exemple, qui te montre la possibilité de la chose. Quand j'étais plus jeune, je connaissais très peu de personnes qui avaient connu des ascensions sociales. Donc pour moi, c'était absolument impossible. Mais elle répète voilà cette mantra, cette chose, c'est quand on peut, on veut. Donc quand on voit la possibilité, eh bien on veut maintenant atteindre cette chose. Et je pense qu'avec l'ascension sociale, parce que les gens rencontrent des personnes du même niveau socio qu'eux qui ont atteint quelque chose, eh bien cette possibilité devient réelle. Et donc, une fois que les gens savent que c'est réel, ils le veulent et ils atteignent cet objectif.
Une autre chose, c'est l'importance de l'éloignement de sa famille, de son milieu d'origine, pour le développement de soi. Et c'est indépendamment des attentes de ton entourage. Donc on a tous un rôle dans la famille, le rôle de l'aîné, le rôle du cadet, le rôle du benjamin. Euh, dans les groupes d'amis, on a tous le rôle. Il y a la personne qui est la maman, la personne qui est le wild child, etc. Et donc, quand on est retiré en fait de notre milieu d'origine et qu'on est réimplanté quelque chose, on a la possibilité de se développer soi-même et de devenir un peu qui on veut être. Et ça peut être très bénéfique pour avoir une ascension sociale parce qu'on ne te renvoie pas le jugement, etc. Donc moi, je suis une personne très entrepreneuriale maintenant, mais je vois qu'avec ma maman, par exemple, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et elle est très négative là-dessus parce qu'elle ne comprend pas et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un pourrait prendre ces risques, par exemple. Et donc, si j'étais restée en France, je ne serais jamais devenue entrepreneuriale parce que j'aurais entendu ce discours de manière répétée, systématique. Une autre chose qu'elle mentionne, qui aide aussi à l'ascension sociale, c'est la consommation de la culture intense, essayer de capter les codes sociaux que l'on n'avait pas lorsqu'on était en France. Il y a vraiment cette consommation qui devient presque boulimique de culture, de livres, de théâtre, de cinéma, de gastronomie, etc. Quand on déménage à l'étranger. Et il y a ce concept de voilà les gens qui connaissent une ascension sociale, ça arrive pas comme par magie, c'est des gens qui sont plus ou moins choisis pour partir parce que c'est les vilains petits canards de la famille. Pour certaines personnes, ça peut être que voilà, il y a un projet familial, etc., qui les force, qui crée en fait des systèmes pour qu'il y ait une ascension sociale. Pour d'autres personnes, ça peut être voilà, les gens sont les vilains petits canards, donc il y a le cas de Édouard Louis qui était gay et qui a senti qu'il avait besoin de cette indépendance. Édouard Louis et Didier Ribon ont un peu des parcours similaires où ils étaient les vilains petits canards et leur indépendance totale de leur famille était nécessaire et donc ils ont connu une ascension sociale. Ça peut être quelqu'un qui a des compétences sportives ou artistiques vraiment très différentes du reste de leur famille. Ça peut être quelqu'un pour qui l'école est très facile et donc il y a une différence entre voilà, la famille principale et cette personne. Moi, je pense que c'est un peu à cheval entre le projet familial, puisque voilà, ma famille avait connu l'immigration déjà, et le vilain petit canard de la famille. Alors, en conclusion, je vais essayer d'apposer mon expérience à ces deux livres. Donc moi, j'ai quitté la France en 2010, donc il y a 14 ans, n'est-ce pas, à la fin, après l'obtention de ma licence. Et je réfléchissais il y a quelques jours avec une de mes amies, et je disais, c'est intéressant parce que quand j'ai eu ma licence LEA il y a 14 ans, eh bien, je suis partie parce que je n'osais pas en fait, chercher un travail dans l'import-export ou dans le commerce international, malgré le fait que je parlais anglais tout à fait couramment, espagnol tout à fait couramment, et français bien sûr. Je ne pensais pas que mes compétences linguistiques pouvaient m'autoriser à chercher ce job de secrétaire trilingue, et je pensais que c'était le comble du chic d'avoir ce type de job. Et que voilà, j'allais connaître une petite ascension sociale, beaucoup plus de stabilité dans ma vie. Et je n'osais pas parce que voilà, mon diplôme était selon moi dévalorisé. On me le dévalorisait parce que je pense parce que j'étais racisée, et je n'osais pas. Et donc quand j'ai déménagé en Angleterre, eh bien le fait que j'étais trilingue était absolument exceptionnel pour les gens. Ils disaient, oh, tu parles 3 langues, pas. Et donc ça m'a offert énormément d'opportunités. J'ai pu avoir des promotions très intéressantes grâce à mes compétences linguistiques, grâce à mes compétences organisationnelles et ma compréhension du monde de l'entreprise. Mais oui, je n'osais pas, je pensais que je n'étais pas au niveau. Et ça, je pense, c'est quelque chose voilà, que beaucoup de personnes de milieux défavorisés connaissent, voilà, le imposter syndrome. Le syndrome de l'imposteur, désolé. Et donc voilà. Et quand je suis arrivée à Londres, au début j'étais un peu perdue, mais finalement j'ai réussi à découvrir les groupes de français qui m'ont énormément guidée. Beaucoup de mes collègues francophones m'ont énormément guidée. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans eux.
Donc voilà. Ce qui a été très intéressant pour moi aussi de découvrir, et je pense que ça a été la même chose pour beaucoup de personnes dans cet ouvrage, c'est que euh, avec la sécurité financière, leur ambition s'est décuplée. Les choses en fait qu'ils pensaient pouvoir atteindre s'est décuplé avec une certaine sécurité financière. Voilà, mon rapport à la lecture, littérature, tout ça a énormément évolué. Euh, et donc voilà, j'ai dit en fait, ce qui me manquait dans ce livre, selon moi, c'était qu'il n'y avait pas d'interview de personnes qui étaient revenues de leur expatriation, pourquoi ils étaient revenus, euh, quelle a été leur perception en fait de la France une fois qu'ils ont connu cette ascension sociale en France, puisque les discours sont très partagés. J'ai un ami qui est revenu en France après quelques années, qui travaillait comme regional manager pour une assurance. Donc, il était regional manager pour la France, Belgique, Luxembourg, Maroc, etc. Et lorsqu'il est revenu, eh bien, en France, il a commencé à postuler pour des jobs de regional manager. Et on lui a dit de manière très violente que, globalement, son expérience de plus de 10 ans à l'étranger n'avait aucune valeur. Et d'autres personnes sont revenues de leur expatriation et leurs compétences professionnelles, leur expérience professionnelle, leurs compétences linguistiques et les formations qu'ils ont pu suivre à l'étranger ont été prises en compte. Donc c'est aussi très intéressant de voir en fait comment le retour en France est perçu. Personnellement, moi je suis revenue mais j'avais déjà mon job que j'ai gardé, donc j'ai pas fait de recherche de job en France. Je ne saurais dire en fait comment c'est réellement parce que j'ai vraiment eu les deux types de discours. Donc voilà, on va s'arrêter, ça fait déjà 36 minutes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Bye!